Allô, mon nom est Rachel Ladouceur et bienvenue à ma chaîne Histoire mystérieuse. Hills. Avez-vous connaissance du film Hills? C'est un film d'horreur français et peu de personnes savent que ce film est tiré d'une histoire vraie qui fout vraiment la trousse. Les réalisateurs Xavier Palu et David Moreau se sont fait narrer cette terrifiante histoire par un chauffeur de taxi tchécoslovaque. Ils ont décidé d'adapter cette histoire en film et pour qu'elle parle encore plus aux spectateurs. Ils ont changé la nationalité des protagonistes. Dans le film, il s'agit donc de Français expatriés en Roumanie. Voici la vraie histoire. Un couple d'Autrichiens expatriés en Tchécoslovaquie ont commencé à percevoir des phénomènes étranges dans leur maison. La télé s'allumait toute seule, des objets disparaissaient, la lumière s'allumait en pleine nuit et le téléphone se mettait à sonner sans personne au bout du fil. Cet enfer a duré des mois. Au final, le couple a été pris en chasse et assassiné par une bande d'agresseurs. Les auteurs étaient des jeunes gens maléfiques, tout âgés moins de 15 ans. L'étrange mort d'Elie Salam. La mort d'Elie Salam fait partie des décès aux causes inexplicables. Le corps de cette étudiante de 21 ans a été retrouvé par un agent de maintenance dans un silo d'eau du Cecil Hotel à Los Angeles, peu de temps après que les clients ne soient plaints du goût bizarre qu'il y avait dans l'eau. Un extrait vidéo de la caméra de surveillance a agité le web, laissant penser que des phénomènes paranormaux seraient à blâmer dans la mort de l'étudiante. Peu de temps avant son décès, on peut voir Elie Salam pénétrer dans l'ascenseur et appuyer sur le bouton sans que cela ne déclenche un mouvement de l'ascenseur. Elle regarde donc aux alentours pendant voir quelqu'un. C'est à 1 minute 57 que la vidéo devient vraiment étrange. La jeune femme commence à être agitée et semble communiquer avec une personne invisible. Les images des autres caméras ont prouvé que la jeune femme était seule dans le couloir et il n'y avait aucune raison pour elle qu'elle s'agisse de la sorte. Aucune trace de drogue ou d'alcool n'ont été trouvées lors de son autopsie. De plus, lorsqu'elle a eu accès au toit, cela aurait dû déclencher des alarmes, ce qui n'a pas été le cas. À noter que le Cecil Hotel est connu pour avoir abrité des serial killers et avoir été le théâtre de nombreux drames. Une terrible emprise. Vous connaissez le film L'Emprise? Il est sorti en 1982 et raconte l'histoire d'une femme qui est victime de forces maléfiques qui la violent. Ce qui peu de gens savent, c'est ce que ce film est tiré de romans de Frank de Felitta, qui serait lui-même inspiré de la terrible histoire d'une mère célibataire dans les années 70. En effet, Doris Better était une mère célibataire qui disait être victime de forces maléfiques qui venaient la violer la nuit. Des voisins, à elle, ont confirmé l'avoir projetée contre les murs violemment, sans jamais voir d'autres personnes avec elle. Elle a même fait appel à 2 enquêteurs, spécialistes du paranormal, qui ont assisté à des scènes très troublantes. Kerry Gaynor et Barry Taff ont confié avoir vu des objets se briser sans raison chez Doris. Des portes claquaient sans raison et un épais brouillard verdâtre apparaissait parfois autour d'elle. Doris a déménagé un nombre incalculable de fois, mais ses démons l'ont suivie jusqu'à ce qu'elle décède en 1995 d'une infection pulmonaire. Ses enfants ont par la suite été la cible d'un phénomène similaire pendant plusieurs années après sa mort. Le corps de la jeune femme était couvert de traces de ces violences. Jamais personne ne saura vraiment ce qui est arrivé à Doris. Ce que les enquêteurs savent, c'est que Doris avait subi des viols, des violences pendant son enfance.
Elle avait également été battue par ses compagnons et était particulièrement instable psychologiquement. C'est pour cela que les enquêteurs ont au départ cru qu'elle était folle, mais ils ont bien été obligés de se rendre à l'évidence en assistant eux-mêmes à des phénomènes plus qu'étranges. Le pont des chiens suicidés. À Overtoun, en Écosse, se trouve le pont des chiens suicidés, un endroit étrange où, durant ces 50 dernières années, plus de 50 chiens auraient mis fin à leur vie. Les chiens auraient tous sauté du même endroit du pont, sans que personne ne puisse expliquer la raison de ces suicides. La légende raconte qu'un homme aurait jeté son enfant du pont, faisant de ce lieu un endroit maudit. Les appels de l'au-delà. En 2008, deux trains sont entrés en collision dans la vallée de San Fernando, en Californie. 25 personnes ont perdu la vie dans ce terrible accident. Parmi elles, il y avait Charles Ipek. Cet homme se rendait à un entretien d'embauche et avait de beaux projets d'avenir, comme épouser sa petite amie. Pendant les 11 heures qui suivirent l'accident, 35 appels furent passés du portable de Charles vers sa famille, sa copine, sa mère, son fils. Tous ont reçu des appels. Dès lorsqu'ils décrochaient, ils n'entendaient que des bruits parasites. Pour eux, c'était sûr, Charles était vivant, et ils tentaient de le joindre, bloqué dans les décombres de l'accident. Or, le corps sans vie de Charles a été retrouvé dans l'un des premiers wagons du train. L'autopsie a révélé qu'il avait été tué sur le coup et qu'il était absolument impossible qu'il ait passé des appels aux heures où les appels ont été recensés. Son téléphone portable, lui, n'a jamais été retrouvé. The Silent Twins. June et Jennifer Gibbons étaient deux jumelles anglaises également connues sous le nom de Silent Twins. The Silent Twins. June et Jennifer Gibbons étaient deux jumelles anglaises également connues sous le nom de Silent Twins. Enfant, elle avait juré de ne jamais adresser la parole à une personne extérieure. Elles communiquaient entre elles grâce à une langue qu'elle avait inventée. Leur relation était aussi fusionnelle que destructrice. Elles ont commis plusieurs crimes ensemble et ont été internées à l'âge de 14 ans. Considérées comme des psychopathes, elles vivaient recluses. Elles se sont adressées à une journaliste, Marjorie Wallace, afin de la rencontrer leur histoire. Jennifer aurait fini l'entretien en déclarant « Je vais mourir, nous avons décidé ». Alors que les jumelles devaient être transférées dans un établissement moins sécurisé, Jennifer est morte. Son décès serait dû à une myocardite aiguë. Depuis, June a commencé à parler aux gens et mène une vie paisible. Les jeunes femmes avaient sans doute conclu un pacte. Dyatlov. L'affaire du col Dyatlov est l'un des crimes les plus étranges du 20e siècle. En 1959, 9 skieurs partis en randonnée à la montagne morte ne sont jamais arrivés à destination. Les recherches menées ont permis de découvrir les corps des membres de cette expédition de manière assez étonnante. Leur tente avait été découpée en deux de l'intérieur de la tente et les empreintes montraient que le groupe d'amis s'était déplacé sans chaussures. Les traces ont mené à 5 corps, dont certains en sous-vêtements. Les 4 derniers corps n'ont été trouvés que des mois plus tard. Lorsque la neige qui les avait recouverts avait fondu, ceux-ci présentaient des marques de traumatisme aux côtes et à la poitrine. L'enquête menée à l'époque n'avait pas permis de déterminer les circonstances du drame. Depuis, les théories des plus folles se succèdent, de l'accident de voiture à la tempête de neige en passant par une fosse mystérieuse. Post-mortem. Jack Frost est mort à l'âge de 32 ans, d'arythmie. C'était en juin 2011. Les circonstances de sa mort ne sont en rien troubles. Pourtant, dès le mois de novembre 2011,
des emails ont été envoyés depuis sa boîte email à l'attention de ses proches. Les emails évoquaient des discussions privées qu'il avait eues avec les destinataires des emails. Par exemple, un ami à lui, avec qui il y avait parlé du rangement de son grenier, a reçu chez lui: Nettoyez votre grenier à la fin. Son cousin a reçu: Je savais que tu allais te casser cette cheville. Une semaine après s'être blessé à la cheville, ses envois d'emails mystérieux n'ont jamais été résolus. S'il y a fort à parier que ces emails ne sont que les fruits des actes de hackers malveillants. L'ami de Jack, qui a reçu ces emails, aime se dire que Jack veille sur lui. Il a répondu aux emails reçus, mais n'a jamais eu de réponse. Emily Rose. Oui, ce film aussi inspiré d'une histoire vraie. Le film qui retrace l'histoire d'une jeune femme qui se pensait possédée demande au père de sa paroisse de l'exorciser. En 68, la jeune Allemande Anneliese Michel a vécu une histoire un peu similaire qui s'est terminée de façon tragique. En effet, Anneliese était suspectée par son entourage d'être en proie à des forces démoniaques. Après plusieurs consultations médicales, il est avéré que la jeune femme était épileptique, mais sa famille était persuadée qu'il y avait autre chose. Alors, chaque semaine, dès 1975, et pendant des mois, elle a été exorcisée par 2 prêtres dans des conditions atroces. Elle a également été internée et a fini par refuser de s'alimenter. Finalement, Anneliese Michel est morte en 1976 de déshydratation et de malnutrition. Sa famille était presque soulagée de le savoir, délivrée de ses démons. Or, une enquête a été ouverte après sa mort. Il s'est avéré qu'Anneliese ne souffrait de rien d'autre que d'épilepsie. Les 2 prêtres qui s'étaient abandonnés aux exorcismes ainsi ont été inculpés de négligence ayant entraîné la mort et condamnés à 6 mois de prison avec sursis. Le tribunal a estimé que les enregistrements étranges donnés par les hommes d'Église ne révélaient que la folie d'Anneliese face aux atrocités qu'il lui faisait subir. L'homme qui a inspiré Massacre à la tronçonneuse. Vous ne le saviez peut-être pas, mais le film de Tobe Hooper est inspiré d'une histoire vraie. En effet, Massacre à la tronçonneuse est inspiré de l'histoire d'un tueur en série qui a sévi dans les années 50 et qui s'appelait Ed Gein. Il avait été surnommé le boucher de Plainfield. Ed Gein commençait à sérieusement vriller à la mort de sa mère. Il a commencé par déterrer des cadavres, puis s'en est pris à des femmes notamment. Il utilisa la peau de ses victimes afin de confectionner des accessoires de maison. Lors de son interpellation, la police a notamment découvert des abat-jours, des masques en peau humains. Son manque total de regret et d'empathie est ce qui a vraiment choqué des policiers qui l'ont interpellé. D'ailleurs, il aurait également inspiré les auteurs de Psychose et du Silence des agneaux. Elmer McCurdy était un petit bandit médiocre d'Oklahoma qui pilait des bandes et des trains, mais il n'était pas très doué. Lors d'une opération d'une grande envergure avec sa bande, il repart finalement avec 46 $ en poche et une bouteille d'alcool. Il meurt en 1911 à l'âge de 31 ans lors d'un échange de coups de feu avec les autorités. Et ses derniers mots seront: « Vous ne mourrez jamais vivant ». Son corps n'est pas réclamé, donc il est embaumé et vendu pour plusieurs spectacles comme L'homme qui refusait de se rendre. Quelques années plus tard, son corps est réclamé par un homme qui prétend être son frère et dit vouloir lui offrir une sépulture décente. Mais le corps va être vendu à plusieurs reprises pour des musées, des spectacles et même des maisons hantées. C'est ainsi qu'en 1976, lors d'un tournage de l'épisode Le Carnaval des espions de la série L'homme qui valait 3 milliards, un membre de l'équipe technique déplace ce qu'il pense à être un mannequin, suspendu à une potence dans l'attraction de Laugh in the Dark du parc d'attractions
New Pike de Long Beach, Californie, c'était enfin le corps d'Elmer McCurdy. Le médecin légiste a retrouvé dans la bouche de la momie un penny de 1924 ainsi qu'un billet d'entrée pour le musée du crime à Los Angeles. Il est désormais enterré dans un cimetière de Guthrie depuis le 22 avril 1977. Traqué et tué. Le film Wolf Creek est un film d'horreur australien qui s'est inspiré de la terrifiante histoire de deux hommes qui ont assassiné froidement plusieurs promeneurs. Les corps ont été retrouvés enterrés dans la forêt. Certains ont échappé à leurs bourreaux, mais d'autres n'ont pas eu cette chance. Les deux hommes traquaient leurs victimes sur plusieurs kilomètres en les terrorisant avant de mettre fin à leur jour. Après avoir vu ce film, difficile de se promener aux alentours du cratère de Wolf Creek sans une certaine appréhension. Dr. Henry Howard Holmes. Dr. Herman Webster Mudgett, plus connu sous le nom du Dr. Henry Howard Holmes, est réputé pour être le premier tueur en série des États-Unis dans les années 1990. Il avait construit un hôtel particulier dans Chicago afin d'y assouvir ses instincts les plus morbides. Les chambres du château des Meurtres avaient la particularité de ne pas avoir de fenêtres, afin d'éviter que ses victimes ne tentent de s'échapper. Il avait pour l'habitude d'effectuer des travaux assez régulièrement, afin de changer l'emplacement des issues. Les employés du chantier étaient généralement virés après l'exécution des travaux. Il a avoué et a été condamné pour le meurtre de 27 personnes, mais le nombre total de ses victimes est estimé à 200. La maison la plus hantée des USA. Cette maison est réputée pour être la maison la plus hantée des États-Unis. Située en Pennsylvanie, elle a été le théâtre d'affreux drames. En 1871, la demeure appartenait à la famille Congelier. La femme, Lida, surprit son mari en flagrant délit de tromperie. Pour se venger de l'affront qui lui avait été fait, elle poignardait son mari avant de décapiter la servante. 3 décennies plus tard, la maison fut habitée par le docteur Adolph C. Brown-Richer. Ces expérimentations scientifiques provoquèrent une explosion qui attira les policiers chez lui. Pensant simplement constater des dégâts, ils ne purent contenir leur surprise face à l'horreur qui les attendait. Le docteur se livrait en effet à des expérimentations étranges afin de redonner vie à des têtes de femmes. Depuis, la maison était réputée pour être hantée. Elle a été détruite en 1927 à la suite d'un accident industriel. La chanteuse d'opéra, Belle Elmore, était le nom de scène d'une chanteuse d'opéra médiocre. Cora Crippen. Cora était mariée au docteur Ali Crippen. Bien que très populaire, le couple Crippen n'était pas très heureux. Ils se disputaient souvent en public, attirant l'attention de la foule. En 1910, Cora Crippen disparut. Son mari déclara alors qu'elle s'était rendue en Californie. Mais une de ses amies méfiantes décidait de prévenir la police. Le docteur Crippen invitait sa secrétaire à emménager avec lui et celle-ci commença à porter les affaires de Cora. Lorsque la police arrivait chez lui, le couple avait déjà disparu, mais un torse fut découvert dans le grenier. Les amants meurtriers furent repérés sur un bateau voguant vers le Canada et furent arrêtés à leur arrivée. Le Griffonneur était un meurtrier qui a sévi dans les années 70 au sein de la communauté gay de San Francisco. Il a tué 14 hommes et s'en est pris à 3 autres qui ont survécu, toujours avec le même modus
operandi, il se rendait dans un bar où il dessinait un portrait de sa future victime afin d'établir un contact. Ensuite, il attirait ses proies en dehors du bar avant de les poignarder et de mutiler leur corps. Son identité est restée un mystère. Il n'a jamais été retrouvé, notamment parce que les survivants à ces attaques avaient eu peur de devoir témoigner contre lui, alors que certains membres de la famille ignoraient leur homosexualité. En 1943, 4 hommes partis à la chasse firent une étrange découverte alors que l'un d'eux escaladait un orme blanc. Ils réalisèrent qu'il y avait un crâne blanc à l'intérieur du tronc de l'arbre. L'un d'entre eux parlait de sa découverte à son père, qui prévint alors les autorités. Les recherches promirent d'exhumer un corps entier du morceau de vêtement. Le squelette était entier, à l'exception de la main de la jeune femme, qui fut retrouvée enterrée à proximité. Grâce à ses effets personnels, un portrait robot de celle-ci, qui fut surnommée Bella, a pu être établi. La femme, d'une trentaine d'années, aurait été tuée en octobre 1941 et placée dans le tronc de l'arbre avant que la rigidité cadavérique ne l'atteigne. Depuis, les hypothèses sur les causes de sa mort se succèdent. Bella aurait pu être tuée par un groupe de sorcières ou être une victime de guerre. Le mystère reste entier et de nombreux plaisantins s'amusent encore à taguer la phrase Who put Bella in the witch elm? Sarah Winchester avait épousé le magnat William Winchester. Persuadée que les victimes des armes à feu créées par les entreprises de son conjoint viendraient la hanter, elle fit construire un manoir pour la protéger. Pendant 38 ans, la maison est restée au statut en cours de construction. Elle croyait qu'ainsi cela garderait les esprits loin d'elle. Le fait est que l'architecture de cette maison était assez étrange. En effet, certaines fenêtres donnaient sur une autre chambre, tant que des escaliers et couloirs ne menaient nulle part. Au final, elle aurait dépensé l'équivalent de 75 millions de dollars pour 38 ans de travaux. Après sa mort, la maison est devenue une attraction touristique. Merci d'avoir écouté ma chaîne. J'espère que vous avez aimé cette histoire paranormale et que si vous aimez écouter ces histoires, ben laissez un commentaire ci-bas, puis je vais répondre à vos commentaires, puis on pourra peut-être discuter des histoires que vous aimez, puis je vais m'assurer de créer d'autres vidéos pareilles. Puis si vous aimez vraiment mes histoires, venez vous abonner, c'est gratuit. S'il vous plaît, veuillez partager et aimer. Et à la prochaine histoire. Au revoir et bonne soirée.
Allô, mon nom est Rachel Adouceur et bienvenue à ma chaîne Histoire mystérieuse. Aujourd'hui, je vais vous rencontrer une autre histoire vraie sur les phénomènes paranormaux. Hills. Avez-vous connaissance du film Hills? C'est un film d'horreur français et peu de personnes savent que ce film est tiré d'une histoire vraie qui fout vraiment la trousse. Les réalisateurs Xavier Palu et David Moreau se sont fait narrer cette terrifiante histoire par un chauffeur de taxi tchécoslovaque. Ils ont décidé d'adapter cette histoire en film et pour qu'elle parle encore plus aux spectateurs. Ils ont changé la nationalité des protagonistes. Dans le film, il s'agit donc de Français expatriés en Roumanie. Voici la vraie histoire. Un couple d'Autrichiens expatriés en Tchécoslovaquie ont commencé à percevoir des phénomènes étranges dans leur maison. La télé s'allumait toute seule, des objets disparaissaient, la lumière s'allumait en pleine nuit et le téléphone se mettait à sonner sans personne au bout du fil. Cet enfer a duré des mois. Au final, le couple a été pris en chasse et assassiné par une bande d'agresseurs. Les auteurs étaient des jeunes gens maléfiques, tout âgés moins de 15 ans. I'll do the cutting, don't worry. L'étrange mort d'Elie Salam. La mort d'Elie Salam fait partie des décès aux causes inexplicables. Le corps de cette étudiante de 21 ans a été retrouvé par un agent de maintenance dans un silo d'eau du Cecil Hotel à Los Angeles, peu de temps après que le client ne soit plaint du goût bizarre qu'il y avait dans l'eau. Un extrait vidéo de la caméra de surveillance a agité le web, laissant penser que des phénomènes paranormaux seraient à blâmer dans la mort de l'étudiante. Peu de temps avant son décès, on peut voir Elie Salam pénétrer dans l'ascenseur et appuyer sur le bouton sans que cela ne déclenche un mouvement de l'ascenseur. Elle regarde donc aux alentours pendant voir quelqu'un. C'est à 1 minute 57 que la vidéo devient vraiment étrange. La jeune femme commence à être agitée et semble communiquer avec une personne invisible. Les images des autres caméras ont prouvé que la jeune femme était seule dans le couloir et il n'y avait aucune raison pour elle qu'elle s'agisse de la sorte. Aucune trace de drogue ou d'alcool n'ont été trouvées lors de son autopsie. De plus, lorsqu'elle a eu accès au toit, cela aurait dû déclencher des alarmes, ce qui n'a pas été le cas. À noter que le Cecil Hotel est connu pour avoir abrité de serial killers et avoir été le théâtre de nombreux drames. Une terrible emprise. Vous connaissez le film L'Emprise? Il est sorti en 1982 et raconte l'histoire d'une femme qui est victime de forces maléfiques qui la violent. Ce qui peu de gens savent, c'est ce que ce film est tiré de romans de Frank de Felitta, qui serait lui-même inspiré de la terrible histoire d'une mère célibataire dans les années 70. En effet, Doris Better était une mère célibataire qui disait être victime de forces maléfiques qui venaient la violer la nuit. Des voisins, à elle, ont confirmé l'avoir projetée contre les murs violemment, sans jamais voir d'autres personnes avec elle. Elle a même fait appel à 2 enquêteurs, spécialistes du paranormal, qui ont assisté à des scènes très troublantes. Kerry Gaynor et Barry Taft ont confié avoir vu des objets se briser sans raison chez Doris. Des portes claquaient sans raison et un épais brouillard verdâtre apparaissait parfois autour d'elle. Doris a déménagé un nombre incalculable de fois, mais ces démons l'ont suivie jusqu'à ce qu'elle décède en 1995 d'une infection pulmonaire. Ses enfants
ont par la suite été la cible d'un phénomène similaire pendant plusieurs années après sa mort. Le corps de la jeune femme était couvert de traces de ces violences. Jamais personne ne saura vraiment ce qui est arrivé à Doris. Ce que les enquêteurs savent, c'est que Doris avait subi des viols, des violences pendant son enfance. Elle avait également été battue par ses compagnons et était particulièrement instable psychologiquement. C'est pour cela que les enquêteurs ont au départ cru qu'elle était folle, mais ils ont bien été obligés de se rendre à l'évidence en assistant eux-mêmes à des phénomènes plus qu'étranges. Les ponts des chiens suicidés. À Overtoun, en Écosse, se trouve le pont des chiens suicidés, un endroit étrange où, durant ces 50 dernières années, plus de 50 chiens auraient mis fin à leur vie. Les chiens auraient tous sauté du même endroit du pont, sans que personne ne puisse expliquer la raison de ces suicides. La légende raconte qu'un homme aurait jeté son enfant du pont, faisant de ce lieu un endroit maudit. Les appels de l'au-delà. En 2008, deux trains sont entrés en collision dans la vallée de San Fernando, en Californie. 25 personnes ont perdu la vie dans ce terrible accident. Parmi elles, il y avait Charles Ipek. Cet homme se rendait à un entretien d'embauche et avait de beaux projets d'avenir, comme épouser sa petite amie. Pendant les 11 heures qui suivirent l'accident, 35 appels furent passés du portable de Charles vers sa famille, sa copine, sa mère, son fils. Tous ont reçu des appels. Dès lorsqu'ils décrochaient, ils n'entendaient que des bruits parasites. Pour eux, c'était sûr, Charles était vivant, et ils tentaient de le joindre, bloqué dans les décombres de l'accident. Or, le corps sans vie de Charles a été retrouvé dans l'un des premiers wagons du train. L'autopsie a révélé qu'il avait été tué sur le coup et qu'il était absolument impossible qu'il ait passé des appels aux heures où les appels ont été recensés. Son téléphone portable, lui, n'a jamais été retrouvé. The Twin, The Silent Twins. June et Jennifer Gibbons étaient deux jumelles anglaises également connues sous le nom de Silent Twin. Enfin, enfant, elle avait juré de ne jamais adresser la parole à une personne extérieure. Elles communiquaient entre elles grâce à une langue qu'elle avait inventée. Leur relation était aussi fusionnelle que destructrice. Elles ont commis plusieurs crimes ensemble et ont été internées à l'âge de 14 ans. Considérées comme des psychopathes, elles vivaient recluses. Elles se sont adressées à une journaliste, Marjorie Wallace, afin de la rencontrer leur histoire. Jennifer aurait fini l'entretien en déclarant « Je vais mourir, nous avons décidé ». Alors que les jumelles devaient être transférées dans un établissement moins sécurisé, Jennifer est morte. Son décès serait dû à une myocardite aiguë. Depuis, June a commencé à parler aux gens et mène une vie paisible. Les jeunes femmes avaient sans doute conclu un pacte. L'affaire du col Dyatlov. L'affaire du col Dyatlov est l'un des crimes les plus étranges du 20e siècle. En 1959, 9 skieurs partis en randonnée à la montagne morte ne sont jamais arrivés à destination. Les recherches menées ont permis de découvrir les corps des membres de cette expédition de manière assez étonnante. Leur tente avait été découpée en deux de l'intérieur de la tente et les empreintes montraient que le groupe d'amis s'était déplacé sans chaussures. Les traces ont mené à 5 corps, dont certains en sous-vêtements. Les 4 derniers corps n'ont été trouvés que des mois plus tard.
Lorsque la neige qui les avait recouverts avait fondu, ceux-ci présentaient des marques de traumatisme aux côtes et à la poitrine. L'enquête menée à l'époque n'avait pas permis de déterminer les circonstances du drame. Depuis, les théories des plus folles se succèdent, de l'accident de voiture à la tempête de neige en passant par une fosse mystérieuse. Des emails post-mortem. Jack Frost est mort à l'âge de 32 ans, d'arythmie. C'était en juin 2011. Les circonstances de sa mort ne sont en rien troubles. Pourtant, dès le mois de novembre 2011, des emails ont été envoyés depuis sa boîte email à l'attention de ses proches. Les emails évoquaient des discussions privées qu'il avait eues avec les destinataires des emails. Par exemple, un ami à lui avec qui il y avait parlé du rangement de son grenier a reçu chez lui: Nettoyez votre grenier à la fin. Son cousin a reçu: Je savais que tu allais te casser cette cheville. Une semaine après s'être blessé à la cheville, ses envois d'emails mystérieux n'ont jamais été résolus. S'il y a fort à parier que ces emails ne sont que les fruits des actes de hackers malveillants. L'ami de Jack, qui a reçu ces emails, aime se dire que Jack veille sur lui. Il a répondu aux emails reçus mais n'a jamais eu de réponse. L'exorcisme d'Emily Rose. Oui, ce film aussi inspiré d'une histoire vraie. Le film qui retrace l'histoire d'une jeune femme qui se pensait possédée demande au père de sa paroisse de l'exorciser. En 68, la jeune Allemande Anneliese Michel a vécu une histoire un peu similaire qui s'est terminée de façon tragique. En effet, Anneliese était suspectée par son entourage d'être en proie à des forces démoniaques. Après plusieurs consultations médicales, il est avéré que la jeune femme était épileptique, mais sa famille était persuadée qu'il y avait autre chose. Alors, chaque semaine, dès 1975, et pendant des mois, elle a été exorcisée par 2 prêtres dans des conditions atroces. Elle a également été internée et a fini par refuser de s'alimenter. Finalement, Anneliese Michel est morte en 1976 de déshydratation et de malnutrition. Sa famille était presque soulagée de le savoir, délivrée de ses démons. Or, une enquête a été ouverte après sa mort. Il s'est avéré qu'Anneliese ne souffrait de rien d'autre que d'épilepsie. Les 2 prêtres qui s'étaient abandonnés aux exorcismes ainsi que ses parents ont été inculpés de négligence ayant entraîné la mort et condamnés à 6 mois de prison avec sursis. Le tribunal a estimé que les enregistrements étranges donnés par les hommes d'Église ne révélaient que la folie d'Anneliese face aux atrocités qu'il lui faisait subir. L'homme qui a inspiré Massacre à la tronçonneuse. Vous ne le saviez peut-être pas, mais le film de Tobe Hooper est inspiré d'une histoire vraie. En effet, Massacre à la tronçonneuse est inspiré de l'histoire d'un tueur en série qui a sévi dans les années 50 et qui s'appelait Ed Gein. Il avait été surnommé le boucher de Plainfield. Ed Gein commençait à sérieusement vriller à la mort de sa mère. Il a commencé par déterrer des cadavres, puis s'en est pris à des femmes notamment. Il utilisa la peau de ses victimes afin de confectionner des accessoires de maison. Lors de son interpellation, la police a notamment découvert des abat-jours, des masques en peau humain. Son manque total de regret et d'empathie est ce qui a vraiment choqué des policiers qui l'ont interpellé. D'ailleurs, il aurait également inspiré les auteurs de Psychose et du Silence des agneaux. Elmer McCurdy.
Elmer McCurdy était un petit bandit médiocre d'Oklahoma qui pilait des bandes et des trains, mais il n'était pas très doué. Lors d'une opération d'une grande envergure avec sa bande, il repart finalement avec 46 $ en poche et une bouteille d'alcool. Il meurt en 1911 à l'âge de 31 ans lors d'un échange de coups de feu avec les autorités. Et ses derniers mots seront: vous ne mourrez jamais vivant. Son corps n'est pas réclamé, donc il est embaumé et vendu pour plusieurs spectacles comme l'homme qui refusait de se rendre. Quelques années plus tard, son corps est réclamé par un homme qui prétend être son frère et dit vouloir lui offrir une sépulture décente. Mais le corps va être vendu à plusieurs reprises pour des musées, des spectacles et même des maisons hantées. C'est ainsi qu'en 1976, lors d'un tournage de l'épisode Le Carnaval des espions de la série L'homme qui valait 3 milliards, un membre de l'équipe technique déplace ce qu'il pense être un mannequin suspendu à une potence dans l'attraction de Laugh in the Dark du parc d'attractions New Pike de Long Beach, Californie. C'était enfin le corps d'Elmer McCurdy. Le médecin légiste a retrouvé dans la bouche de la momie un penny de 1924 ainsi qu'un billet d'entrée pour le musée du crime à Los Angeles. Il est désormais enterré dans un cimetière de Guthrie depuis le 22 avril 1977. Des randonneurs traqués et tués. Le film Wolf Creek est un film d'horreur australien qui s'est inspiré de la terrifiante histoire de deux hommes qui ont assassiné froidement plusieurs promeneurs. Les corps ont été retrouvés, enterrés dans la forêt. Certains ont échappé à leurs bourreaux, mais d'autres n'ont pas eu cette chance. Les deux hommes traquaient leurs victimes sur plusieurs kilomètres en les terrorisant avant de mettre fin à leur jour. Après avoir vu ce film, difficile de se promener aux alentours du cratère de Wolf Creek sans une certaine appréhension. Dr. Henry Howard Holmes. Dr. Herman Webster Mudgett, plus connu sous le nom du Dr. Henry Howard Holmes, est réputé pour être le premier tueur en série des États-Unis dans les années 1990. Il avait construit un hôtel particulier dans Chicago afin d'y assouvir ses instincts les plus morbides. Les chambres du château des Meurtres avaient la particularité de ne pas avoir de fenêtres, afin d'éviter que ses victimes ne tentent de s'échapper. Il avait pour l'habitude d'effectuer des travaux assez régulièrement, afin de changer l'emplacement des issues. Les employés du chantier étaient généralement virés après l'exécution des travaux. Il a avoué et a été condamné pour le meurtre de 27 personnes, mais le nombre total de ses victimes est estimé à 200. La maison la plus hantée des USA. Cette maison est réputée pour être la maison la plus hantée des États-Unis. Située en Pennsylvanie, elle a été le théâtre d'affreux drames. En 1871, la demeure appartenait à la famille Congelier. La femme, Lida, surprit son mari en flagrant délit de tromperie. Pour se venger de l'affront qui lui avait été fait, elle poignardait son mari avant de décapiter la servante. 3 décennies plus tard, la maison fut habitée par le docteur Adolph C. Brown Richer. Ces expérimentations scientifiques provoquèrent une explosion qui attira les policiers chez lui. Pensant simplement constater des dégâts, ils ne purent contenir leur surprise face à l'horreur qui les attendait. Le docteur se livrait en effet à des expérimentations étranges afin de redonner vie à des têtes de femmes. Depuis, la maison était réputée pour être hantée. Elle a été détruite en 1927 à la suite d'un accident industriel. La chanteuse d'opéra.
Belle Elmore était le nom de scène d'une chanteuse d'opéra médiocre. Cora Crippen. Cora était mariée au docteur Ali Crippen. Bien que très populaire, le couple Crippen n'était pas très heureux. Ils se disputaient souvent en public, attirant l'attention de la foule. En 1910, Cora Crippen disparut. Son mari déclara alors qu'elle s'était rendue en Californie. Mais une de ses amies méfiantes décidait de prévenir la police. Le docteur Crépin invitait sa secrétaire à emménager avec lui et celle-ci commença à porter les affaires de Cora. Lorsque la police arriva chez lui, le couple avait déjà disparu, mais un torse fut découvert dans le grenier. Les amants meurtriers furent repérés sur un bateau voguant vers le Canada et furent arrêtés à leur arrivée. Le Griffonneur était un meurtrier qui a sévi dans les années 70 au sein de la communauté gay de San Francisco. Il a tué 14 hommes et s'en est pris à 3 autres qui ont survécu. Toujours avec le même modus operandi, il se rendait dans un bar où il dessinait un portrait de sa future victime afin d'établir un contact. Ensuite, il attirait ses proies en dehors du bar avant de les poignarder et de mutiler leur corps. Son identité est restée un mystère. Il n'a jamais été retrouvé, notamment parce que les survivants à ces attaques avaient eu peur de devoir témoigner contre lui, alors que certains membres de la famille ignoraient leur homosexualité. En 1943, 4 hommes partis à la chasse firent une étrange découverte alors que l'un d'eux escaladait un homme blanc. Ils réalisèrent qu'il y avait un crâne blanc à l'intérieur du tronc de l'arbre. L'un d'entre eux parlait de sa découverte à son père, qui prévint alors les autorités. Les recherches promirent d'exhumer un corps entier du creux de l'arbre, ainsi qu'une chaussure et des morceaux de vêtements. Le squelette était entier, à l'exception de la main de la jeune femme, qui fut retrouvée enterrée à proximité. Grâce à ses effets personnels, un portrait robot de celle-ci, qui fut surnommée Bella, a pu être établi. La femme, d'une trentaine d'années, aurait été tuée en octobre 1941 et placée dans le tronc de l'arbre avant que la rigidité cadavérique ne l'atteigne. Depuis, les hypothèses sur les causes de sa mort se succèdent. Bella aurait pu être tuée par un groupe de sorcières ou être une victime de guerre. Le mystère reste entier et de nombreux plaisantins s'amusent encore à taguer la phrase Who put Bella in the witch elm? Les Winchester. Sarah Winchester avait épousé le magnat William Winchester. Sarah Winchester avait épousé le magnat William Winchester. Persuadée que les victimes des armes à feu créées par les entreprises de son conjoint viendraient la hanter, elle fit construire un manoir pour la protéger. Pendant 38 ans, la maison est restée au statut en cours de construction. Elle croyait qu'ainsi cela garderait les esprits loin d'elle. Le fait est que l'architecture de cette maison était assez étrange. En effet, certaines fenêtres donnaient sur une autre chambre, tant que des escaliers et couloirs ne menaient nulle part. Au final, elle aurait dépensé l'équivalent de 75 millions de dollars pour 38 ans de travaux. Après sa mort, la maison est devenue une attraction touristique. Merci d'avoir écouté ma chaîne. J'espère que vous avez aimé cette histoire paranormale et que si vous aimez écouter ces histoires, ben laissez un commentaire ci-bas, puis je vais répondre à vos commentaires, puis on pourra peut-être discuter des histoires que vous aimez, puis je vais m'assurer de créer d'autres vidéos pareilles. Puis si vous aimez vraiment mes histoires, venez vous abonner, c'est gratuit. S'il vous plaît, veuillez partager et aimer. Et à la prochaine histoire. Au revoir et bonne soirée. Est un film d'horreur australien qui s'est inspiré de la terrifiante histoire de 2 hommes qui ont assassiné froidement plusieurs promeneurs. Les corps ont été retrouvés
enterrés dans la forêt. Certains ont échappé à leurs bourreaux, mais d'autres n'ont pas eu cette chance. Les deux hommes traquaient leurs victimes sur plusieurs kilomètres en les terrorisant avant de mettre fin à leur jour. Après avoir vu ce film, difficile de se promener aux alentours du cratère de Wolf Creek sans certaine appréhension. Dr. Henry Howard Holmes, Dr. Herman Webster Mudgett, plus connu sous le nom du Dr. Henry Howard Holmes, est réputé pour être le premier tueur en série des États-Unis dans les années 1990. Il avait construit un hôtel particulier dans Chicago afin d'y assouvir ses instincts les plus morbides. Les chambres du château des meurtres avaient la particularité de ne pas avoir de fenêtres, afin d'éviter que ses victimes ne tentent de s'échapper. Il avait pour l'habitude d'effectuer des travaux assez régulièrement, afin de changer l'emplacement des issues. Les employés du chantier étaient généralement virés après l'exécution des travaux. Il a avoué et a été condamné pour le meurtre de 27 personnes, mais le nombre total de ses victimes est estimé à 200. La maison la plus hantée des USA. Cette maison est réputée pour être la maison la plus hantée des États-Unis. Située en Pennsylvanie, elle a été le théâtre d'affreux drames. En 1871, la demeure appartenait à la famille Congelier. La femme, Lida, surprit son mari en flagrant délit de tromperie. Pour se venger de l'affront qui lui avait été fait, elle poignardait son mari avant de décapiter la servante. 3 décennies plus tard, la maison fut habitée par le docteur Adolph C. Brown Richer. Ces expérimentations scientifiques provoquèrent une explosion qui attira les policiers chez lui. Pensant simplement constater des dégâts, ils ne purent contenir leur surprise face à l'horreur qui les attendait. Le docteur se livrait en effet à des expérimentations étranges afin de redonner vie à des têtes de femmes. Depuis, la maison était réputée pour être hantée. Elle a été détruite en 1927 à la suite d'un accident industriel. La chanteuse d'opéra, Belle Elmore, était le nom de scène d'une chanteuse d'opéra médiocre. Cora Crippen. Cora était mariée au docteur Ali Crippen. Bien que très populaire, le couple Crippen n'était pas très heureux. Ils se disputaient souvent en public, attirant l'attention de la foule. En 1910, Cora Crippen disparut. Son mari déclara alors qu'elle s'était rendue en Californie. Mais une de ses amies méfiantes décidait de prévenir la police. Le docteur Crippen invitait sa secrétaire à emménager avec lui et celle-ci commença à porter les affaires de Cora. Lorsque la police arriva chez lui, le couple avait déjà disparu, mais un torse fut découvert dans le grenier. Les amants meurtriers furent repérés sur un bateau voguant vers le Canada et furent arrêtés à leur arrivée. Le Griffonneur était un meurtrier qui a sévi dans les années 70 au sein de la communauté gay de San Francisco. Il a tué 14 hommes et s'en est pris à 3 autres qui ont survécu. Toujours avec le même modus operandi, il se rendait dans un bar où il dessinait un portrait de sa future victime afin d'établir un contact. Ensuite, il attirait ses proies en dehors du bar avant de les poignarder et de mutiler leur corps. Son identité est restée un mystère. Il n'a jamais été retrouvé, notamment parce que les survivants à ces attaques avaient eu peur de devoir témoigner contre lui, alors que certains membres de la famille ignoraient leur homosexualité. En 1943, 4 hommes partis à la chasse firent une étrange découverte alors que l'un d'eux escaladait un orme blanc. Ils réalisèrent qu'il y avait un crâne blanc
à l'intérieur du tronc de l'arbre. L'un d'entre eux parlait de sa découverte à son père, qui prévint alors les autorités. Les recherches promirent d'exhumer un corps entier du creux de l'arbre, ainsi qu'une chaussure et des morceaux de vêtements. Le squelette était entier, à l'exception de la main de la jeune femme, qui fut retrouvée enterrée à proximité. Grâce à ses effets personnels, un portrait robot de celle-ci, qui fut surnommée Bella, a pu être établi. La femme, d'une trentaine d'années, aurait été tuée en octobre 1941 et placée dans le tronc de l'arbre avant que la rigidité cadavérique ne l'atteigne. Depuis, les hypothèses sur les causes de sa mort se succèdent. Bella aurait pu être tuée par un groupe de sorcières ou être une victime de guerre. Le mystère reste entier et de nombreux plaisantins s'amusent encore à taguer la phrase Who put Bella in the witch elm? Les Winchester. Sarah Winchester avait épousé le magnat William Winchester. Sarah Winchester avait épousé le magnat William Winchester. Persuadée que les victimes des armes à feu créées par les entreprises de son conjoint viendraient la hanter, elle fit construire un manoir pour la protéger. Pendant 38 ans, la maison est restée au statut en cours de construction. Elle croyait qu'ainsi cela garderait les esprits loin d'elle. Le fait est que l'architecture de cette maison était assez étrange. En effet, certaines fenêtres donnaient sur une autre chambre, tant que des escaliers et couloirs ne menaient nulle part. Au final, elle aurait dépensé l'équivalent de 75 millions de dollars pour 38 ans de travaux. Après sa mort, la maison est devenue une attraction touristique. Merci d'avoir écouté ma chaîne. J'espère que vous avez aimé cette histoire paranormale et que si vous aimez écouter ces histoires, ben laissez un commentaire ci-bas, puis je vais répondre à vos commentaires, puis on pourra peut-être discuter des histoires que vous aimez, puis je vais m'assurer de créer d'autres vidéos pareilles. Puis si vous aimez vraiment mes histoires, venez vous abonner, c'est gratuit. S'il vous plaît, veuillez partager et aimer. Et à la prochaine histoire. Au revoir et bonne soirée.